Donc après avoir examiné la variation temporelle et fréquentielle du canal radio, on a pu modéliser ces deux phénomènes par un système variable dans le temps de réponse additionnelle H de taux T. Donc la variable taux indiquant le retard des trajets multiples et T indiquant la variabilité de ces trajets au cours du temps, ce qui est une caractéristique intrinsèque du canal radio. Donc maintenant l'écriture de la relation entrée-sortie du canal radio. Donc pour garder la même notation, on va utiliser R tilde de T. C'est le produit de convolution entre le signal émis et la réponse émissionnelle du canal. Donc on dit, dans ce cas on utilise les enveloppes complexes du canal et du signal émis. C'est pour ça qu'il faut introduire ce facteur 1/2. De même, on peut caractériser aussi un canal radio par sa fonction de transfert, qui n'est que la transformée de Fourier de la réponse impulsionnelle par rapport à la variable taux, qui est le retard des trajets multiples. Donc, soit on utilise une réponse impulsionnelle variable de temps, soit on utilise une fonction de transfert h tilde de ft, qui n'est que la transformée de Fourier de h tilde de taux t par rapport à la variable retard taux. Donc passons maintenant à la description statistique proprement dite du canal, mais avant cela on va adopter certaines hypothèses réalistes sur le canal radio. Donc ces hypothèses précisent que pendant la durée d'observation le canal va garder la même structure, par exemple le nombre de trajets ainsi que le retard associé. On suppose aussi, selon un théorème de centrale limite, que le canal suit une loi gaussienne centrée, vu le nombre de trajets assez important, donc la loi du canal va tendre vers une loi gaussienne complexe, c'est-à-dire partie réelle, partie imaginaire. On suppose aussi que le canal est stationnaire, c'est-à-dire les propriétés statistiques, par exemple moyenne, variance, vont rester inchangées au cours du temps, mais on suppose aussi que les trajets sont décorrélés. C'est une hypothèse réaliste, pourquoi? Parce que les trajets, les réflexions du canal sont issus de obstacles différents. Donc obstacles différents impliquent quoi? Des trajets statistiquement décorrélés. Afin de décrire statistiquement la variation temporelle et fréquentielle d'un canal radio, on va utiliser trois fonctions d'autocorrélation. Donc la première fonction d'autocorrélation, c'est la fonction d'autocorrélation de la réponse impulsionnelle H de taux T, qui est une mesure de ressemblance entre la même fonction mais à des instants différents. Donc taux 1, taux 2 pour deux retards différents, T1 et T2 pour deux instants d'observation différents. En incluant la première hypothèse de stationnarité par rapport à la variable T, cette fonction devient une fonction seulement du décalage temporel delta T. La deuxième hypothèse, lorsque on suppose que les trajets sont décorrélés, c'est-à-dire l'intercorrélation entre deux trajets différents égale à 0, on inclut l'impulsion directe suivante. Donc delta de taux 1, taux 2, qui va imposer une valeur de cette fonction égale à 0 quand on parle d'une comparaison entre deux trajets différents. Donc deux trajets différents, l'intercorrélation entre ces deux derniers égale à 0. Donc taux 1 égale à taux 2 égale à taux, ça implique que cette fonction égale à la valeur nulle. Un point important à signaler que la définition de la fonction d'autocorrélation possède deux définitions. Donc la première qu'on a utilisée est celle-là, donc le conjugué plus la variable décalée par un décalage positif, ou bien on peut écrire cette même fonction d'une façon différente, donc la fonction non conjuguée fois une fonction conjuguée avec un décalage négatif. Donc dans la littérature vous allez trouver les deux notations représentées ici. Une première mesure statistique qu'on peut dériver de la fonction d'intercorrélation de la réponse impulsionnelle H tilde de taux T, c'est le profil d'intensité des trajets multiples. Donc ce profil d'intensité des trajets multiples permet de mesurer la puissance reçue au niveau du récepteur en fonction du retard taux. Ce retard taux, c'est par rapport à un instant d'observation. Cette fonction n'est que la fonction d'autocorrélation de la réponse impulsionnelle, mais pour delta t égale à 0, c'est-à-dire pour le même instant, où elle peut être écrite comme suit, comme étant un moment d'ordre 2 de la fonction de la réponse impulsionnelle du canal. Donc ça, c'est le moment d'ordre 2 de la réponse impulsionnelle, c'est l'équivalent d'une mesure de puissance. Donc cette fonction pour delta t égale à 0
appelé intensité, profil d'intensité des trajets multiples, permet de mesurer la puissance reçue en fonction du retard taux par rapport à un instant donné. En d'autres termes, si par exemple on a un symbole transmis de durée ts, après qu'il traverse le canal, il est étalé d'une certaine durée égale à tm. Cet étalement est dû au trajet multiple. Donc tm permet de mesurer combien on doit attendre de temps pour recevoir toute l'énergie du symbole émis. Donc ce paramètre permet de caractériser la sévérité des trajets multiples. Donc quand tm il est assez important, donc les trajets multiples sont assez importants. Quand tm il est faible, les trajets multiples sont faibles, ou bien moins étalés. La seconde fonction permettant la description statistique d'un canal radio, c'est la fonction d'autocorrélation de la fonction de transfert hf de t. Donc cette fonction d'autocorrélation permet de comparer la fonction de transfert à deux fréquences différentes et à deux instants différents. Donc par rapport à la première fonction qu'on a utilisée, la fonction d'intercorrélation de la réponse impulsionnelle, on était dans le domaine retard, c'est-à-dire retard des trajets multiples. Maintenant on est dans le domaine fréquentiel, comparant deux fonctions de transfert différentes. Contrairement à la fonction d'autocorrélation de la réponse impulsionnelle, où on a considéré que la stationnarité par rapport à la variable t, sur la variable taux, la fonction d'autocorrélation de la fonction de transfert utilise la stationnarité par rapport à la variable fréquence et la variable temps. C'est-à-dire que on considère que les propriétés statistiques de la fonction d'autocorrélation, ou bien les propriétés statistiques du canal, sont invariables en fonction de tout décalage temporel ou fréquentiel. Donc la fonction d'intercorrélation RH tilde de la fonction de transfert est une mesure de ressemblance entre la fonction de transfert à deux instants et à deux fréquences différentes. La relation qui permet de relier la fonction d'autocorrélation de la réponse impulsionnelle et la fonction d'autocorrélation de la fonction de transfert est la suivante. Donc taux, elle est reliée avec la variable delta f, tandis que delta t, elle est inchangée. Pourquoi? Parce que la transfert de Fourier n'est que par rapport à la variable taux. La fonction d'intercorrélation de la fonction de transfert porte le nom de fonction d'autocorrélation temps-fréquence. Prenons maintenant l'exemple suivant, qui considère la mesure de la fonction de transfert d'un canal à deux instants différents, espacés de ts secondes, c'est-à-dire la durée symbole. Donc maintenant, si je mesure la fonction d'autocorrélation de la fonction de transfert entre ces deux fréquences, mais à un instant donné, c'est-à-dire le décalage temporel égal à 0, et le décalage entre ces deux fréquences égal à delta f. Donc cette mesure RH tilde de delta f 0 permet de mesurer la ressemblance entre ces deux fréquences en termes d'amplitude par exemple. Donc si vous remarquez ici, l'amplitude elle est presque identique, donc cette valeur va être proche de 1. Maintenant si je prends le même exemple mais avec deux fréquences éloignées de delta f prime, donc RH tilde de delta f prime à un même instant, c'est-à-dire delta t égale à 0, ça va donner une faible amplitude. Pourquoi? Parce que les amplitudes entre ces deux fréquences sont très différentes. De même, c'est-à-dire si je compare la même fréquence mais à deux instants différents, c'est-à-dire delta f égale à 0 et delta t égale ici ts, donc si je mesure la fonction d'intercorrélation de la réponse de la fonction de transfert h de 0 ts pour la fréquence indiquée ici, on va avoir une intercorrélation très faible de l'ordre de 0. Pourquoi? Parce que les amplitudes sont très différentes. Mais si par exemple je compare ces deux fréquences, ou bien la même fréquence à ces deux instants différents, donc R H tilde de 0 ts sera une valeur proche de 1.
Pourquoi? Parce que les amplitudes sont presque identiques. Mais par contre ici, les fréquences, les amplitudes sont très différentes. La troisième fonction permettant la description statistique du canal radio, c'est la fonction appelée fonction de dispersion du canal, qui n'est que la transformée de Fourier par rapport à dt, de la fonction d'autocorrélation de la réponse de la fonction de transfert, et la transformée de Fourier inverse par rapport à delta f de la fonction d'autocorrélation de la fonction de transfert. Ou bien d'une autre façon, on peut l'avoir aussi comme étant la transformée de Fourier par rapport à dt de la fonction d'autocorrélation de la réponse impulsionnelle. Cette fonction statistique permet de mesurer la puissance reçue au niveau de l'entrée de réception en fonction du retard du trajet multiple et du décalage Doppler issu de la variation temporelle du canal. Donc ici, vous allez trouver deux exemples de fonctions d'autocorrélation de la fonction de transfert, RH tilde, et un exemple de la fonction de dispersion du canal, S tau nu. La fonction d'autocorrélation de la fonction de transfert permet de mesurer la ressemblance de la fonction de transfert à deux instants différents et à des fréquences différentes. Donc comme on peut voir ici, une variation en fonction du temps à cause de quoi? À cause de l'effet Doppler, donc une variation temporelle due à l'effet Doppler, et une variation fréquentielle due au trajet multiple. Donc un canal possédant des trajets multiples, le degré de ressemblance il est variable d'une fréquence à une autre. Et pour un canal présentant une variation temporelle due au Doppler, présente une ressemblance variable en fonction au cours du temps entre les différentes fonctions de transfert mesurées à des instants différents. La fonction de dispersion permet de mesurer la puissance en fonction du décalage Doppler nu par rapport à la fréquence porteuse, qui permet d'avoir deux mesures de puissance maximale à des instants à deux fréquences Doppler différentes, qui sont V sur C, fréquence porteuse cosinus ici pi, c'est-à-dire un angle d'incidence égal à pi. On a un décalage Doppler maximal, et par la suite une puissance maximale. Et pour V sur C, fréquence porteuse cosinus 0, c'est-à-dire pour un trajet d'incidence 0, on a une puissance maximale. La puissance entre ces deux est une fonction décroissante jusqu'à atteindre son minimum à la fréquence FC qui est la fréquence porteuse. De même, la puissance reçue au niveau de l'antenne de réception est une fonction décroissante de taux. Donc ça vous rappelle le profil d'intensité des trajets multiples. Donc dans cet axe, c'est presque la fonction PH tilde de taux. Comme on l'a déjà décrit précédemment, à travers le profil d'intensité des trajets multiples, un symbole de durée TS à l'émission en traversant le canal à multitrajet va subir un étalement temporel de Tm secondes, ce qui revient à une durée globale du symbole qui est égale Ts plus Tm en réception. Si maintenant on a deux symboles successifs de durée Ts, chaque trajet va subir un étalement temporel de durée Tm, créant ainsi de l'interférence entre symboles. Donc on voit ici que deux symboles de durée Ts sont étalés par une durée Tm qui va créer de l'interférence inter-symbole. Donc cet étalement, c'est l'interférence entre symboles qui va gêner les symboles suivants. Ça aussi, c'est l'interférence entre symboles. Entre le symbole 1 et le symbole 2. Donc l'étalement temporel Tm permet de mesurer la sévérité de l'interférence entre symboles. Un terme
ou bien un paramètre équivalent, c'est la bande de cohérence. Donc la bande de cohérence, c'est l'inverse de temps d'étalement qu'on peut mesurer à travers la fonction d'autocorrélation de la fonction de transfert. Bien sûr, à un instant donné, c'est-à-dire pour delta t égale à 0. C'est-à-dire ici, on compare la ressemblance entre deux fréquences éloignées de delta f. Donc la bande pour laquelle le degré de ressemblance reste, par exemple, en dessous de 4, supérieur à 90 à 0,9 est qualifiée de bande de cohérence. Donc, appelons que la bande de cohérence, c'est la bande pour laquelle le degré de ressemblance entre la fréquence il est important, c'est-à-dire le canal garde la même allure fréquentielle. Un exemple. Ici, la bande de cohérence elle est importante, donc on constate ça comme étant une constance de l'amplitude de la fonction de transfert h tilde de f, t, un instant bien sûr donné. Mais par contre ici, la bande de cohérence elle est étroite. Pourquoi? Parce que la bande pour laquelle le canal il est assez constant, elle est étroite. Donc ici c'est h tilde prime de f t. Donc on dit qu'on a un canal sélectif en fréquence lorsque la bande de cohérence elle est inférieure à la bande passante du signal. Et on dit qu'on a un canal non sélectif en fréquence lorsque la bande de cohérence est supérieure à la bande passante du signal, comme le cas ici. Un canal sélectif en fréquence, c'est-à-dire il existe l'interférence intersymbole, l'IES. Un canal non sélectif, c'est-à-dire on a absence de l'interférence intersymbole. Un canal non sélectif en fréquence porte le nom souvent de canal à évanouissement plat. Donc plat, pourquoi? Parce que le canal ne change pas d'allure en se déplaçant dans l'axe des fréquences. On peut identifier les canaux sélectifs et non sélectifs en fréquence en utilisant l'étalement de trajet multiple. Donc si l'étalement de trajet multiple supérieur à la durée symbole, on parle de canal sélectif en fréquence, et par contre l'existence de l'interférence entre symboles. Si par contre le temps d'étalement des trajets multiples est très faible par rapport au temps symbole, on parle de canal non sélectif ou bien évanouissement plat, c'est-à-dire absence de l'interférence entre symboles. Le temps d'étalement peut être aussi relié au paramètre sigma t, ce qui est égal ou bien qui représente l'écart type d'étalement des trajets multiples. Si on prend l'exemple d'une application GSM à une porteuse FC égale 900 MHz, la bande de cohérence elle est à 138 kHz et la bande du canal utile, bien du canal GSM, est de 200 kg. On voit que la bande de cohérence elle est faible par rapport à oméga. On parle aussi ici de canal sélectif en fréquence. Si le canal est sélectif en fréquence, donc en présence d'interférences entre symboles. En utilisant le temps d'étalement, cette inégalité est l'équivalent de quoi? De Tm supérieur à Ts. Donc, puisqu'on a l'existence d'interférences entre symboles, on doit faire face à ça. Comment? Avec un égaliseur. Donc, l'égaliseur, rappelez-vous, qui va faire l'inverse du canal. Un paramètre pour décrire la variation temporelle du canal radio, c'est le temps de cohérence. TC, temps de cohérence. Donc si on a un temps de cohérence inférieur à la durée symbole, on parle de canal très variable dans le temps, donc fast fading. Ça correspond à quoi? À une mobilité du récepteur ou de l'émetteur ou bien de la vitesse relative V importante. Si on a un temps de cohérence supérieur par rapport au symbole, c'est-à-dire on a une faible variation du canal, slow fading, ce qui est équivalent à quoi? À une faible vitesse de mobilité du récepteur via de l'émetteur. Il faut noter que l'égalisation qui est une opération qui va inverser le canal, c'est le canal -1, c'est une opération qui va inverser un canal variable dans le temps. Donc l'égaliseur doit être adaptatif.
Donc de même que pour le cas de la bande de cohérence et l'étalement des trajets multiples, on peut relier le temps de cohérence à la bande Doppler. Donc la bande Doppler, c'est la bande pour laquelle, ou bien c'est la bande avec laquelle le signal émis sera étalé. Donc si à l'émission on a une impulsion Dirac, un spectre comme étant une impulsion Dirac à l'émission, à la réception on aura un signal étalé avec une bande Doppler égale à BD. Donc cette bande Doppler, c'est l'inverse du temps de cohérence. Plus le canal il est variable dans le temps, plus la bande Doppler elle est importante. Une autre façon de décrire le canal fast fading et slow fading. Un canal fast fading, c'est-à-dire lorsque la bande Doppler elle est supérieure à la bande passante du signal, et un slow fading lorsque la bande Doppler est inférieure à la bande passante du signal. Le cas d'un canal fast fading, c'est l'équivalent d'un canal très variable dans le temps, ou dans son cas on peut avoir une variation du canal même pendant le durée symbole, ce qui ne permet pas d'utiliser un égaliseur. Donc l'égalisation dans un canal fast fading est impossible. Mais par contre pour un canal présentant un slow fading, l'égalisation elle est possible. Rappelez-vous que l'égalisation combat principalement la variation fréquentielle du canal. Due à quoi? Due à l'interférence entre symboles, c'est-à-dire Tm supérieur à Ts, ou bien la bande de cohérence elle est faible par rapport à la bande passante du signal.